Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir du coup pour cette nouvelle édition des Human Talks. Les Human Talks du coup, qu'est-ce que c'est? Les Human Talks, c'est des petites soirées pendant lesquelles on écoute des gens très intéressants parler à des gens qui sont tout le temps très intéressés. C'est ouvert à absolument tout le monde. Tout le monde peut passer sous la lumière des projecteurs à partir du moment où le sujet que vous présentez peut intéresser un public de développeurs. Ça se passe absolument partout en France. Bon, là, du coup, toute la France est réunie. Donc, vous êtes 30 à travers la France ce soir pour la soirée. Mais sinon, en règle de manière générale, ça se passe dans des lieux comme des entreprises qui veulent bien nous accueillir ou bien des endroits un petit peu sympas comme des bars. Voilà. Ça démarre à 19h et ce sont des talks de 10 minutes. Le but du jeu, c'est d'introduire des notions pour qu'après on puisse en discuter, que vous puissiez poser vos questions aux talkers. Et du coup, ça se passe tous les deuxièmes mardis du mois à 19h. Voilà. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions aux speakers. Après chaque talk, on va faire une petite pause de quelques minutes pour prendre le temps de répondre aux questions et d'échanger un petit peu. Tous les talks et toutes les slides sont sur la page de l'événement, sur notre site humantalks.com, et je pense que ça pourrait être bien de mettre, on va mettre l'URL dans le chat. Et n'hésitez pas à nous suivre du coup sur nos réseaux, il y a une mouche qui m'embête. Donc on est présent sur Twitter, et on poste très régulièrement lorsque on cherche, on fait des appels à talkers, ou bien pour poster les programmes des soirées. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. En parlant de programme, le programme de ce soir. Donc ce soir, on va avoir Loïc qui va intervenir pour nous parler de ses premiers pas en programmation quantique. Ensuite, Geoffrey nous expliquera comment redonner un sens à nos tests. Et on terminera sur le talk de Sylvain qui nous offrira le guide de survie pour rester en vie pendant un projet difficile. Merci à tous, et puis je vais sans transition du coup laisser la parole à Loïc qui va nous parler du coup de ses premiers pas en programmation quantique. Je ne sais pas ce que vous en avez. Bonjour, la programmation quantique. Je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur chez Zenicalil. Là, vous pouvez trouver comment me contacter. Tout avant, un petit disclaimer, je n'ai pas de doctorat en physique quantique, je n'ai pas de doctorat en informatique quantique et je ne travaille pas sur un projet de programmation quantique. Donc, ce que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris de l'informatique quantique en allant à des conférences ou en lisant des articles. Alors là, comme c'est condensé en 10 minutes, ça va être assez rapide et assez synthétique. Et habituellement, je fais une démo, mais là, en 10 minutes, je n'aurai pas le temps de vous faire une petite démo. Alors, avant de parler d'informatique quantique, je vais vous parler d'informatique classique. D'abord, quelques petits rappels. Si vous avez eu des cours d'informatique théorique, ça va peut-être vous rappeler des choses. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un bit? Un bit classique, c'est une unité binaire représentée par les valeurs 0 ou 1. Un bit est généralement stocké via des voltages différents. Voilà, on va avoir un voltage négatif, un voltage positif qui va nous donner le 0 ou le 1. Voilà, par exemple. Un logique. Donc, après, on a la notion de porte logique ou logic gate. Donc, les portes logiques sont des opérations de base fournies par les processeurs informatiques classiques. D'un point de vue théorique, ils peuvent être décrits comme des composants électroniques qui implémentent des opérations booléennes sur les bits. Donc, ce sont les fameux transistors. Dans les portes logiques, il y en a plein. Il y a le OR logique, le AND logique, le XOR. Tout ça, c'est des portes logiques. C'est des composants électroniques qui vont permettre de faire ces opérations booléennes. Ces portes logiques sont les briques de base d'un CPU. Un CPU va contenir des milliards de portes logiques. Qu'est-ce que c'est qu'une application standard? C'est une suite de logic gates sur un ensemble de bits, tout simplement. Alors, bien sûr, on n'utilise pas directement ces logic gates, on utilise des instructions CPU, on n'utilise même pas directement les instructions CPU, à moins que vous développez en assembleur, on utilise des langages de plus haut niveau. En tout cas, tous ces langages vont
in fine, être des suites de logic gate sur un ensemble de bits. Note donnée. En informatique quantique, on n'a pas de bit, mais on a un qubit, un bit quantique. Comme un bit, il peut avoir la valeur 0 ou 1, mais ça ne va pas être vraiment des 0 ou des 1. Ça va être un petit peu différent. C'est un 0 quantique et un 1 quantique. Par contre, le qubit, il a quelques petites propriétés. Entre autres, observer la valeur d'un qubit le fait s'effondrer. Ce qui fait qu'on ne peut lire la valeur d'un qubit qu'une seule fois. Avant son observation, le qubit a une valeur qui est dite indéfinie. Voilà. Il n'a pas de valeur, en fait. C'est quand on l'observe qu'il va prendre une valeur. Tout ça, c'est tiré de l'informatique, de la physique quantique. Ça peut être implémenté via une particule atomique. Alors, un qubit, ça peut être un électron, un ion, un photon. Donc, vous imaginez, un qubit, c'est quelque chose de très petit. Alors, en réalité, la valeur d'un qubit est plus complexe. On dit souvent qu'il peut avoir la valeur 0 et 1 en même temps. C'est la superposition quantique. Pour expliquer la valeur du qubit, on va se baser sur la sphère de blocs. La valeur réelle d'un qubit, en fait, elle est définie par ce qu'on appelle son état intermédiaire. Et son état intermédiaire, c'est un point dans une sphère. Donc voilà. Tout en haut de la sphère, vous avez le 0, là, le 0 avec le trait, le 0 et le signe supérieur, c'est la manière dont on nomme l'état de base du qubit, donc le 0 quantique. Et en fait, l'état intermédiaire, donc la valeur du qubit, il va être un point au sein de la sphère. Et ce point, par rapport à l'état de base, on va pouvoir le mesurer en mesurant deux angles. Donc, les fameux deux angles qui sont ici à droite. Et ces angles, ça définit le vecteur de l'état intermédiaire. Alors, ensuite, pour définir l'état final d'un qubit, donc sa valeur, on va utiliser des équations de probabilité en se basant sur la valeur de ces deux angles. On va dire, bah, tiens, est-ce que notre qubit, il aurait plutôt l'état 0 ou plutôt l'état 1 ? Donc, on utilise une équation de probabilité basée sur ces vecteurs et on en définit l'état final du qubit. Alors, c'est la superposition quantique du qubit qui fait toute la puissance des ordinateurs quantiques. Avec une vision très simplifiée, si on imagine un algorithme quantique qui prend en entrée un qubit, il va être exécuté en même temps pour la valeur 0 et 1. Donc ça, c'est les manières dont on note les 0 et 1 avec des qubits, avec les fameux tirets et le signe supérieur. Donc, imaginez si vous avez un algorithme qui a 4 qubits, et en fait, quand 4 qubits en entrée, quand vous exécutez l'algorithme quantique, vous allez exécuter l'algorithme quantique pour toutes les combinaisons possibles de ces 4 qubits. Donc, pareil, on a des portes quantiques, quantum gate. Une porte quantique, c'est comme une porte logique. C'est une opération booléenne qui est réalisée sur un qubit et qui est implémentée par un composant électronique, réalisée sur un ou plusieurs qubits, sur nos qubits. Par contre, les opérations ne sont pas les mêmes. On ne fait pas des ou des et, on ne fait pas les mêmes opérations. Et construire des composants électroniques basés sur des particules quantiques est complexe et coûteux. Alors, on a un exemple de porte quantique, c'est la porte de Hadamard. Donc, c'est une porte qui va, transformer, pardon, je viens de voir la blague sur le chat, il faut que j'arrête, je la ressortirai. Donc, la porte de Hadamard va transformer l'état basique 0 en l'état 0 plus 1 sur racine de 2 et l'état basique 1 en 0 plus 1 sur racine de 2. En gros, la porte de Hadamard va, depuis n'importe quel état en entrée, aura à sortir l'état 0 ou 1 à une probabilité normalement identique. Ça, c'est un ordinateur quantique. C'est très joli. C'est l'ordinateur d'IBM. La petite spécificité des ordinateurs quantiques, c'est qu'à l'intérieur, il faut quelque part avoir un électron ou un photon qui soit stable pour pouvoir le mesurer. Donc ça coûte très cher à construire. Donc il faut un voltage énorme pour faire fonctionner un ordinateur quantique. Et en plus, il faut le plonger dans des bains d'azote liquide pour le refroidir très fort, puisque pour pouvoir avoir des particules quantiques stables, il faut qu'elles soient à des températures proches du zéro absolu. Donc ça coûte très cher à construire et très cher à fonctionner. Donc généralement, un ordinateur quantique, vous n'en avez pas chez vous, vous allez utiliser l'ordinateur de quantique de quelqu'un d'autre.
Une application quantique, c'est donc un ensemble de portes quantiques. Par contre, on ne va pas développer le même type d'algorithme. Il reste des soucis en plus du prix de la technologie. Donc, le problème de décohérence, c'est le principal problème qui reste dans l'informatique quantique. Une transformation de Hadamard, par exemple, devait transformer un état 0 en étant 0 ou 1 à 50-50 de probabilité. Donc, ça veut dire que si on lancerait plusieurs fois l'algorithme, on aurait à peu près une répartition identique de 0 ou de 1 en sortie. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui se passe, c'est que la plupart des ordinateurs quantiques, ils vont exécuter plusieurs fois l'algorithme, 1000 fois l'algorithme, pour pouvoir éviter les problèmes de décohérence. En plus, les ordinateurs quantiques actuels ont une capacité assez limitée. Donc, IBM, son ordinateur quantique le plus puissant, c'est 27 qubits, pas 20, qui est sorti il y a quelques mois. Et voilà, pour comparer un peu avec un ordinateur classique, on dit qu'il a une capacité qui est proche de 20 qubits. IBM a un ordinateur de 32 qubits en construction. Voilà, c'est pour donner un peu une idée. Donc, alors, dans quoi on peut appliquer le quantique? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut l'utiliser dans la finance, par exemple la détection de fraude, dans la sécurité, pour la cryptographie, dans la météo, dans le climat. Par contre, attention aux légendes urbaines. Pour casser un code RSA avec un ordinateur quantique, il faut 2 fois le nombre de bits de votre clé RSA. Donc, avec un ordinateur quantique à 32 qubits, vous pouvez casser un code RSA à 16 bits. Donc, tant qu'on a des codes RSA à 2048 bits, normalement, on devrait être bon. Alors, le Hello World quantique, c'est l'expérience du chat de Schrödinger, qui est une expérience de pensée. Donc, si on met un chat dans une boîte qui contient un poison et qu'on lui met un compteur Geiger, le compteur Geiger qui va casser la fiole de poison s'il détecte de la radioactivité, on peut dire que le chat est en même temps mort et vivant. Et donc, c'est en ouvrant la boîte qu'on va savoir dans quel état est le chat. Voilà. Donc, un Hello World quantique, on va utiliser une porte de Hadamard pour faire ça. Donc, là, ce que vous voyez, c'est un designer qui permet de créer des algorithmes quantiques. Donc là, la première partie ici, là, donc j'ai 4 qubits que j'ai mis à 0. Je mets une porte de Hadamard et après, je copie la valeur en sortie de la porte de Hadamard sur le qubit 2, 3 et 4. Et ensuite, je vais mesurer ces 4 qubits. Donc, normalement, si je fais ça, qu'est-ce que je devrais avoir? Je devrais avoir une répartition à peu près comme ça, 50-50. Donc, tout des 0 ou tout des 1. Donc là, vous le voyez, voilà. Tout des 0, tout des 1 à 50-50. Et c'est à peu près ce qu'on a si on exécute cet algorithme quantique sur un simulateur. Donc là, j'utilise un labs d'IBM qui me permet de l'envoyer sur un simulateur. Le labs d'IBM permet aussi de l'envoyer sur un vrai ordinateur quantique. Donc là, il y a un ordinateur quantique qui est à Valence. Et donc, cet ordinateur quantique, donc il l'a effectivement lancé 1024 fois. Et sur les 1024 fois, il a obtenu 42% que des 0, 36% que des 1. Et il a obtenu aussi des valeurs différentes pour les qubits. Or, tous les qubits devraient normalement être tous à la même valeur puisque j'ai recopié la valeur du premier qubit sur tous les autres. Donc ça, c'est la décohérence quantique en action. Voilà, donc pour aller plus loin, j'ai donné pas mal de liens, entre autres une petite vidéo sur Science Étonnante qui est vraiment super bien, et le labs que j'ai utilisé pour pouvoir, donc avec un système graphique pour pouvoir aller créer des algorithmes quantiques. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais reprendre les commentaires pour voir un peu les questions. Je ne sais pas si vous avez noté. Pour passer tout à l'heure. Ouais. Il y a eu un petit débat sur les statistiques de résultats que tu pouvais obtenir si tu lançais 1000 fois tes algorithmes. Voilà, nickel. Ah non, on parle de crypto. Bon. Alors, pour la crypto, c'est avec les... Commence par l'autre, c'était celui-là, je crois, dont tu parlais. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, si on lance 2 fois le même algo quantique avec les mêmes qubits en entrée, est-ce qu'on obtient forcément le même résultat? Non, hélas, parce qu'il y a les problèmes de décohérence quantique. Comme ce que je vous ai montré, si on a lancé de 1024 fois l'algorithme du chat de Schrödinger, qui est une simple porte de Hadamard, et malgré qu'on recopie un bit sur l'autre, eh ben,
Malgré ça, en fait, recopier les 4 fois la valeur, in fine, quand on va mesurer la valeur, on n'aura pas toujours la même chose. Alors, c'est la décohérence quantique et c'est aussi le fait qu'on se base sur des algorithmes de probabilité pour définir l'état final. Ok, une autre question, c'était il me semble que c'est un moment où tu parlais du fait qu'il faille le double de qubits pour déchiffrer un code. C'est avec les algorithmes quantiques actuels, et effectivement, hein, les algorithmes quantiques, donc c'est avec l'état de l'art de l'algorithme quantique. Encore une fois, ça, aujourd'hui, il y a des gens qui font de la recherche dans les algorithmes quantiques. Je ne fais pas partie de ces personnes-là, et donc ça, c'était un chercheur de chez IBM qui parlait de ça. Et sur les algorithmes de prédilection, je ne sais pas si tu l'as dit, on arrive à des prédictions, des prédictions assez fiables. Aujourd'hui, effectivement, parce que c'est aujourd'hui utilisé beaucoup dans le monde de la finance. Donc, on arrive à faire des prédictions, donc tout ce qui est forecast, assez fiable. Après, globalement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de sociétés utilisent des algorithmes plutôt comme pour faire de la veille, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils font de la recherche et développement sur les algorithmes quantiques. Je suis pas sûr que beaucoup utilisent des algorithmes quantiques à la place d'un autre. C'est plutôt des pistes. Beaucoup de sociétés regardent les capacités, regardent ce qu'ils sont capables de faire et ainsi de suite. Ok. Et pour avoir accès au lab d'IBM, là, tu as payé ou il y a une licence parce que tu as dit que c'était quelque chose qui était extrêmement cher pour que... Ouais, alors c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que IBM, il donne alors je le mets dans le commentaire, mais il faudra que... Attendez, c'est pas là, je peux pas commenter. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Et donc en fait, vous vous inscrivez et vous avez le droit à lancer plusieurs fois. Alors je sais plus, vous avez le droit de faire 5 runs par jour sur des ordinateurs quantiques. Et sur le simulateur, je pense que c'est quasiment illimité. Mais il existe des simulateurs que vous pouvez installer chez vous. Hein. Et en fait, IBM, ils ont deux modes. Il y a le labs que je vous ai montré là, donc c'est graphique. Et après, il y a un langage qui s'appelle Qiskit, qui est en Python. C'est une librairie Python. Mais ça, j'ai pas encore testé. Donc c'est assez intéressant parce qu'IBM ils sont assez acteurs assez précurseurs sur tout ce qui est quantique et ils ont plusieurs ordinateurs, on peut envoyer des algorithmes dessus, donc c'est pas mal. C'est cool. Il y a une question dans le chat de Selchira. Ouais. Pas bien compris de implémenter via une particule. Implémenter, c'est la manière dont le qubit est implémenté au niveau hardware, quoi. Ça veut dire que aujourd'hui, un qubit, c'est une particule quantique. C'est comme ça que c'est construit, si tu veux, quand on construit un qubit. C'est un peu l'équivalent pour un disque dur plastique d'un plateau avec une couche métallique dessus et des électrons. Ouais. Alors, dans un plateau, ça va être sur un disque physique, ça va être une particule de graphite, je crois, où on fait passer un courant pour qu'il soit comme ça ou comme ça, par exemple. Donc, c'est un petit bout de graphite ou des choses comme ça sur un plateau de disque. Là, c'est vraiment un électron ou un photon. Donc, c'est des millions ou des milliards de fois plus petit que ce qu'on va utiliser sur l'informatique classique. Il y a encore une question sur le chat. Ouais. Gauthier qui demandait si tu savais combien de temps il fallait pour casser une clé RSA de 16 bits. Alors, je ne peux pas te le dire exactement parce que je n'ai pas vu les algorithmes, mais quand l'algorithme classique quand l'algorithme quantique est capable, il est capable de le faire en une fraction de seconde en fait. Là où pour casser une clé RSA en brute force, on va devoir passer beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça que plus la clé elle est grande, plus ça prend de temps. Là en fait l'algorithme c'est quasiment immédiat parce que lui, s'il a 32 qubits en entrée, il va être capable quasiment instantanément de tester toutes les combinaisons des 32 qubits grâce à la superposition quantique. Et c'est pour ça, en fait, que ça fait très peur l'informatique quantique, parce que quand ils pourront casser des clés RSA de 256 ou 512 bits, ils le feront en une fraction de seconde,
Alors qu'aujourd'hui, pour casser une clé RSA, il y a des gens qui le font, hein, mais il faut des supercalculateurs et ça prend très longtemps. Donc demain, ce sera plus juste la NASA qui sera capable de casser des clés RSA, mais n'importe qui a accès à un ordinateur quantique avec suffisamment de qubits. Mais on ne sait même pas. Enfin, IBM dit qu'un jour, il pense que d'ici une décennie, ils pourront construire des ordinateurs quantiques à 10 000 qubits, mais on ne sait pas. Je me réserve la dernière question. Quand tu parlais de l'algorithme, tu parlais de copier une valeur d'un qubit. Oui. Donc j'en conclus que copier un qubit, ça ne revient pas à le lire. Si quand on le lit, un qubit s'effondre. Non, c'est vraiment une instruction qui va prendre la valeur d'un qubit et la recopier sur un autre qubit. Donc, ça veut dire qu'il y a un circuit quantique. Une instruction, c'est implémenté par un circuit quantique. Hein. Une instruction, d'ailleurs, c'est pas des instructions, c'est des logic gates. Mais une porte logique, c'est implémenté par un circuit quantique, comme une porte logique sur un ordinateur classique, c'est un circuit, un transistor. Là, on aura vraiment un circuit quantique qui va prendre la polarité d'un électron et la recopier sur un autre électron. Bien. On passe à la suite. Je crois qu'il n'y a plus de questions sur le chat. Super. Merci beaucoup. Ouais. Je vous mettrai les slides, je vous les mettrai donc sur la page du Human Talk. Effectivement, je ne les ai pas encore, je les ai pas mises. Très bien. C'est au Geoffrey, c'est ça, Virgile? Yes, exactement. Je te laisse t'occuper de la régie. Ouais. À tout à l'heure pour les autres. Bien, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Geoffrey. Je suis à Londres, je ne suis pas en France. Je suis software engineer à Facebook et aujourd'hui, je vais vous parler de BDD, comment redonner du sens à vos tests. J'ai déjà fait ce talk l'année dernière, avant Covid, en 1 heure. Donc, j'ai essayé de le condenser. Il y a les slides de la version d'1 heure sur le site Human Talk. Donc, du coup, j'ai 10 minutes pour essayer de vous donner quelques pistes, alors qu'avant, j'avais mis 1 heure durant un talk. Déjà, la première question que je vais poser, c'est quoi un bon test unitaire? Alors, je fais du franglais parce que, bon, je parle souvent anglais. Donc. Et en fait, quand on recherche sur Internet, quand on cherche des guides ou quand on recherche des informations sur ça, en fait, on trouve assez rapidement des articles qui disent ça. En fait, c'est pas si simple de définir c'est quoi un bon test d'un mauvais. Moi, quand j'ai commencé l'informatique, on m'a jamais appris à l'école comment écrire des tests unitaires. J'ai appris ça un peu grâce à des bouquins et j'ai essayé de déduire par moi-même. Et j'ai eu plein de problèmes dans mes carrières où, à la fin, vous avez plein de tests unitaires et en fait, vous ne savez pas si le test unitaire il vous aide ou pas parce que ça devient une contrainte plus qu'une aide. Le pire, c'est que des fois, vos tests unitaires sont verts ça marche, et en fait, votre code ne marche pas. Parfois, ils sont rouges, mais si vous les relancez, ils sont verts. Et du coup, en fait, à quel moment ils vous aident ou pas. Du coup, en fait, je vais essayer aussi de vous donner quelques pistes de comment écrire des bons tests unitaires et comment vous aider dans votre quotidien. Du coup, en fait, moi, déjà, j'essaie de définir c'était quoi un bon test unitaire. Déjà, la première chose, c'est il faut que le nom du test il soit simple et explicite. Ça a l'air obvious, mais avoir un nom de test simple et explicite, ça aide à comprendre déjà le contexte, qu'est-ce qu'on essaye de tester. Il faut aussi que le test m'aide à comprendre ce que fait le code. Alors moi, je travaille souvent dans des codebases qui ne m'appartiennent pas. Donc en fait, je regarde souvent les tests pour essayer de comprendre qu'est-ce que le code est censé faire. Si le test ne m'aide pas, en gros, je dois lire l'implémentation et ensuite je dois lire le test. Le test peut aider pour comprendre votre code. L'autre truc qui doit m'aider à faire, c'est refactoring. J'ai eu beaucoup d'expériences où en fait les tests m'empêchaient de refactorer. Si je faisais des petits changements, des micro-changements, eh bien j'avais des changes de 100 fichiers changés parce que tous mes tests dépendaient de certaines implémentations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument éviter. Et enfin, les tests, ils doivent me donner confiance quand je déploie mon application. C'est vraiment un goal principal. Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où mes tests me disent si mon application peut aller en prod et tout va fonctionner, je n'ai aucune régression. Ça, c'est mon monde parfait. Et si les tests ne peuvent pas m'apporter ça, dans ce cas, ils faillissent à leur tâche. Donc ça, c'est ma définition. Quand vous aurez vu la conférence, je vous inviterai à faire
votre liste, parce qu'elle peut être différente, parce que dans votre quotidien, vos besoins peuvent être différents. Donc, je vous invite à faire cette liste et réfléchir comment vous pourrez améliorer vos tests dans vos entreprises ou dans votre code. Et on en vient au Behavior Driven Development. Du coup, ça a été, c'est plus une liste de règles, un framework, on peut dire, c'est un peu comme, plutôt une liste de règles qui a été définie par Dan North. Donc, si vous cherchez Behavior Driven Development avec Dan North sur Google ou n'importe quel site de recherche, il va y avoir un site qui vous expliquera c'est quoi les règles. Elles ne sont pas toutes 100% fiables, 100% pas fiables, mais 100% à jour, parce qu'il y en a beaucoup qui dépendent d'un framework. Ce qui n'est pas vraiment ce qui est important pour nous. Ce qui est important, c'est plus les règles générales. Donc, les premières règles, c'est les noms de tests devraient être des phrases. Alors, pourquoi est-ce que ça devrait être des phrases? Eh bien, en fait, quand vous lisez votre test, vous allez comprendre ce que vous essayez de faire. Et au lieu de dire « je teste cette partie du code », vous allez dire « j'essaye de réaliser ceci ». Donc, vous allez écrire une phrase et vous allez être en fait plus proche d'un comportement que juste d'un test de code. Tester un comportement est plus simple que faire un test, oui, parce que quand vous dites « j'essaye de vérifier que quand je crée mon consommateur, il est bien créé », vous vous rapprochez au business et du coup, votre test fait du sens, même si vous renommez vos classes ou si vous faites du refactoring de code. Et l'autre chose qui est ultra importante, c'est écrire dans la langue de votre business. Alors moi, je travaille en Angleterre, donc j'écris mon code en anglais, on parle en anglais et tout va bien. J'ai eu plusieurs expériences en France et en fait, c'est extrêmement compliqué de traduire des choses en français, du français à l'anglais, alors que beaucoup de personnes, enfin, je dis beaucoup, dans mon expérience, j'ai eu beaucoup de personnes qui ne savaient pas super bien parler anglais. Et du coup, en fait, vous faites des traductions et vous essayez de retrouver en fait qu'est-ce que le business veut dire et à quoi ça ressemble dans votre code. Et en fait, écrire votre code dans la langue de votre business, ça peut vous aider en fait à juste savoir de quoi le business parle. Et quand vous écrivez le test, eh bien, vous vous souvenez quel use case vous aviez implémenté. Et du coup, en fait, je vous donne un petit exemple. Je pense que celui en rouge, c'est celui que tout le monde voit dans les comment écrire mon premier test unitaire et malheureusement qu'on voit dans beaucoup trop de boîtes. Customer test.create test. Et c'est pas extraordinaire. On n'a pas beaucoup de contexte. Alors qu'en dessous, je vous ai mis un exemple où il y a une classe et un nom de méthode qui est beaucoup plus clair. Et du coup, en fait, quand vous lisez ça, vous devriez être capable de savoir de quoi on parle. L'autre chose qui est importante, c'est un bon contenu de test. Il faudrait qu'il soit de préférence assez petit pour tenir sur un écran, qui ne contienne pas de conditions. Alors ça, c'est assez obvious pour moi, mais s'il y a des conditions, vous ne pouvez pas avoir 100% de coverage dans votre test, donc c'est assez compliqué. Et il faudrait qu'il y ait un format assez facile à lire. Et du coup, en fait, dans le Behavior Driven Development, on parle souvent de Given When Then ou le AAA. Il y a plein de méthodes comme ça. Donc, en fait, le Given When Then, c'est quoi? C'est on définit Given vos données, vos mocks en entrée, When, l'action que vous allez faire, et Then, qu'est-ce que vous voulez tester? Qu'est-ce que vous voulez vérifier qui s'est passé? Là, dans mon exemple, je crée un consommateur valide, j'appelle ma méthode et je vérifie que ma réponse est valide. Après, je peux checker ce que je veux, mais c'est ça l'idée. Ensuite, pour permettre le refactoring, ça c'est aussi c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de fois où vous faites vos tests et en fait, vous enfermez vos tests dans vos implémentations. Donc, ce qu'il faut faire quand vous écrivez un test, c'est tester un comportement plus que tester une implémentation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu de dire je teste une classe, donc j'ai une classe de test, une classe d'implémentation, mais en fait, je vais avoir une classe de test pour des comportements. Et ce qui veut dire que moi, quand je développe une API, quand j'écris un test, en fait, je ne vais pas tester s'il y a 15 classes qui font mon comportement, je ne vais pas écrire 15 tests. Je vais en écrire un et mon test va passer dans mes 15 classes. Et du coup, là, je vous propose un exemple, c'est étant donné que je moque mon infrastructure, ma base de données, mes appels HTTP, toute ma couche infra, et que je définis des inputs, quand je vais appeler mon API, alors je valide que ma réponse est celle que j'attends et je valide que mon infrastructure a été correctement appelée. Donc, si je dois appeler une base de données, un HTTP, une API, un logger, je vérifie que ça se passe. Et comme ça, en fait, on casse la dépendance entre le code et votre implémentation. Si je passe, avec un test comme ça, si je passe de 10 à 30 classes ou de 10 classes à une classe,
Mon test, s'il est vert, c'est que tout fonctionne. S'il est rouge, c'est que quelque chose a changé. Mais à aucun moment, je vais devoir changer mon test pour vérifier que ce que j'ai fait fonctionne. Ça, c'est dans l'idée. Et du coup, qu'est-ce que je veux accomplir en écrivant ce code et ce test? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser en fait quand vous allez écrire le test. À chaque fois, en fait, on écrit du code et ensuite on se demande en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire. Si on prend le problème de l'autre sens, c'est genre quel est le comportement que je souhaite réaliser, va vous aider en fait à écrire un test beaucoup plus pertinent. Et ensuite, le code qui en découlera, c'est de l'implémentation. Si le test est vert, c'est que vous avez fait l'implémentation recherchée. Ça peut être compliqué au début, mais à force de travailler de cette façon, ça devient de plus en plus simple. Et ça s'appelle le TDD, pour ceux qui connaissent. Et tout ce que je viens de dire, malheureusement, ça ne sert à rien dans ces conditions. Si vos tests n'ont pas la qualité qu'on peut avoir dans le code de production, donc ce que j'appelle code de production, c'est vos implémentations, eh bien en fait, ça ne sert à rien d'écrire ces tests. On dit souvent que genre les tests, ils n'ont pas besoin d'être parfaits, non, ils peuvent être cracra, et ça c'est complètement faux. Il faut des tests de la même qualité que votre code de production. Si vos tests sont rouges, aléatoirement, vous allez perdre foi en vos tests et vous ne les runnerez plus. Et en fait, vous allez juste perdre du temps. Donc, il faut vraiment chasser ces flaky tests dès que c'est possible. Vos tests ne vous aident pas à avancer rapidement. Alors ça aussi, c'est terrible parce que j'étais dans des boîtes où, par exemple, la CI pour run les tests, ça prenait 1h30. Et vous avancez pas rapidement et vous n'avez pas envie de push du code et vous prenez des raccourcis et ça, c'est pas extraordinaire. Vos tests mettent trop de temps à vous donner un feedback. Là encore, vous devez retry parce que un test était rouge, vous devez attendre des heures, ça c'est pas possible. Et vous déployez en ayant des tests rouges, ça c'est le pire, ça nous est déjà arrivé dans des boîtes où j'ai travaillé. Et en fait, des tests rouges, ça veut dire que si vous osez déployer avec ça, vous êtes conscient que soit les tests ne fonctionnent pas, soit votre code ne fonctionne pas. Et dans les deux cas, c'est terrible. Le résultat est terrible parce que le signal que ça envoie, c'est que vos tests ne servent à rien. Voilà. Donc ça, c'est les règles que moi, j'ai mis pour ce talk. Moi, c'est ce qui est important. Vos règles, c'est les vôtres. Il faut les construire dans vos environnements. Pardon, je cherche les mots en français. Faut vraiment définir vos règles et savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez corriger comme problème. Et pour en savoir plus, parce que c'est 10 minutes, c'est pas très rapide, il y a tous ces liens. Donc le premier, c'est l'introduction à BDD de Dan North et les deux autres vidéos. Donc il y a une vidéo d'1 heure et un résumé de 6 heures. Je vous conseille la vidéo d'1 heure, elle est vraiment extraordinaire. C'est celle qui m'a fait ouvrir les yeux sur les tests. Et si vous pouvez la regarder, c'est génial. Bon, par contre, tout est en anglais. Donc voilà. Et merci à vous. Et puis, si vous avez des feedbacks, vous pouvez me POC sur Twitter pour dire comment c'était, si vous avez aimé ou pas. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vais essayer de les lire. Enfin, peut-être que Virgile m'aidera pour la gestion des questions et Yannick aussi. On est là, on est là. Alors, bien sûr, le résumé, c'était 6 minutes et pas 6 heures. Hein. Ah, peut-être. Il y a une question. C'était celle-ci, par rapport à ton slide 6, je crois. 7. Non, 6, c'est ça, pardon. 6. C'est un exemple de code dans ton slide 6. J'ai enlevé la question parce qu'on ne voit pas le bas. Si on voit tout. Dans cet exemple return, c'est pas quelque chose de métier, si on est plutôt sur une explication de ce que fait la méthode. Il faudra peut-être rajouter plus de précision. Parce que oui, je suis pas sûr de... Cet exemple return, c'est pas quelque chose de métier. Dame Colin, si tu peux écrire dans le chat le nom du test, le premier mot. Ah, ok, return, ok. Return a valid customer when all the fields are valid. Ouais, peut-être que return, c'était peut-être pas le meilleur mot. Moi, j'aime bien dire, en fait, quand j'attends si la méthode retourne quelque chose, enfin, si ce que j'appelle retourne quelque chose ou pas, si c'est void ou pas, typiquement. C'est pour ça que j'ai tapé return a valid customer. Mais là encore, je dirais que c'est plus après des conventions de nommage, des façons de travailler. Moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça, donc ouais.
peut-être que le return, on aurait pu l'enlever, on peut associer ça à plus de détails d'implémentation plutôt que du comportemental. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Il y a une autre question. Donc, il s'agira. Question. Écrire le test dans la langue du business oblige à faire toute la base de code en français, par exemple, où on mélange du français et des mots métiers, de l'anglais et des mots métiers en français. Alors, moi, j'ai une opinion très tranchée là-dessus et qu'en fait, c'est très drôle parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Londres, mes collègues ils me demandaient c'est comment d'écrire en français, en fait, de coder en français. Et j'étais en mode, en fait, on code en anglais. Ils étaient en mode, ah bon, c'est surprenant. Du coup, en fait, moi, je dirais coder en français et écrire vos tests en français. En fait, je pense, moi, de ce que j'ai vu des gens qui commitaient en anglais, c'était terrible, ça voulait rien dire. J'ai vu des gens écrire des trucs en anglais, ça veut rien dire. Et je pense que vaut mieux écrire dans la langue de son business. Si c'est du français, écrire en français. Alors, je sais qu'il y a toutes les API de nos langages sont en anglais, mais moi, je dirais il vaut mieux écrire nos méthodes en français que les écrire en anglais. Après, c'est un avis, c'est assez tranché, mais je pense que ça aidera beaucoup la compréhension et voilà. Bien. Non, il n'y a pas d'autres questions. Par contre, s'il y a quelqu'un qui demande si tu peux remontrer le lien vers la version longue, ou du moins le coller dans le chat. Sinon, il y a des slides qui sont sur le lien des Human Talks aussi, mais ouais, si tu mets dans le chat, ce sera plus rapide. Ok, je vais faire ça. Moi, une petite question. Sur ta slide où tu nous montres un exemple de test, là, il y a les petits commentaires given when then. C'est pour les besoins de la présentation. Tu as l'habitude de mettre des commentaires dans tes tests parce que du coup, si tes tests sont très bien écrits, est-ce que tu mets des commentaires dedans quand même ou pas? T'es plutôt. Alors moi, j'ai beaucoup codé en C#, et en fait, en C#, il y a une librairie qui s'appelle TechStack BDDify, et en fait, en gros, tu écris, enfin, je vais vous l'écrire parce que why not? Parce que ça, je sais pas pourquoi. Ah, en fait, j'ai mon clavier qui fait mal. Je regarde juste. Ok, c'est bon. En fait, en C#, on écrit un truc genre this.given. En fait, on avait des lambda. Alors, je suis sur un clavier Mac, je ne sais jamais. Et du coup, là, ce serait valid customer. Ensuite, on faisait un dot when. Then. En fait, on avait des méthodes helper comme ça. Et en fait, du coup, le code, il ressemblait à un given when then. Et en plus, c'était vachement bien, enfin, c'était plutôt pas mal fait parce que du coup, quand tu exécutais ton code, il te montrait en output console given, valid customer, when, create user, then, blablabla. Et en plus, on peut avoir les traductions en français, enfin en toutes les langues. Et si genre un des n ne fonctionnait pas, il te disait juste celui-là n'a pas fonctionné avec les raisons. Donc le framework était pas mal. Alors je sais pas si ça existe dans d'autres langages. Quand j'ai fait du Java et tout, du hack, ça n'existe pas ce genre de choses. Donc on est plus en mode nos conventions si on saute une ligne entre given when then. Ok, mais t'as pas l'habitude de commenter ton code du coup? Ça arrive, mais pas pour dire given when then. Ça arrive de commenter le code. Là, on peut faire encore un talk de 10 minutes sur juste commenter le code et pas, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On dit qu'en JS aussi, il y a des trucs, donc voilà, a priori, il y a des langages. Mais j'imagine que n'importe quel langage, coder un truc comme ça, ça peut être assez rapide, un petit hackathon, c'est fait, je pense. Directement par rapport à cette question, il y a Rolling qui te demande pourquoi ne pas partir directement en Cucumber. Alors, c'est vrai que Cucumber, c'est pas mal pour faire ça, en fait. Après, moi, j'étais dans des équipes où on l'a utilisé, et en fait, on a eu pas mal de comment dire ça, de freins venant des développeurs, parce qu'il y a tout le problème du code généré. Git, tout ça, les conflits dans le code généré, c'était vraiment un enfer. Donc, c'est pour ça que nous, en fait, on est passé sur la méthode que je viens de montrer. On était full C#,
Et du coup, en fait, les conflits étaient beaucoup plus simples à exister. Ouais, Cucumber, je crois que Cucumber, c'est dans tous les langages. Et après, il y a des implémentations, je ne sais plus comment elles s'appellent en C#, je crois que c'est Specflow, un truc comme ça, mais il y a des implémentations de Cucumber. Mais ouais, Cucumber, c'est 100% valide si ça fonctionne chez vous, mais dans mon équipe, ça n'arrive pas à fonctionner. Bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà. Merci pour votre temps. Merci à toi. Merci à toi. Bien sûr, s'il y a des questions qui arrivent encore après, ça sera dans le chat et puis je ferai pouvoir répondre dans le chat directement. Yes. Donc là, on va donner la main à Sylvain. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien et que tout se passe bien. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Sylvain Couder, je suis développeur .NET depuis pas mal d'années. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @sylvain_coude. Je suis aussi membre de HackerJob, qui est une asso qui aide les devs qui souhaitent passer freelance. Je vois, on n'entend rien. Est-ce que c'est vrai? On entend bien, c'est marqué. Rien du tout ou juste pas beaucoup? Jusqu'ici, ça allait bien. Bon. C'est juste que tu as mal lu, hein. C'est marqué on entend bien, pas rien. Ah, on entend bien. Ok, donc en fait, c'est moi qui ne vois rien. Tout à fait. Ok. Donc, ce soir, je vais vous donner un petit guide de survie sur les projets entre guillemets difficiles, ou comment ne pas se pourrir la santé d'une part, et essayer de ne pas tuer des gens au travail parce que c'est illégal et douteux d'un point de vue moral. Un petit disclaimer, c'est le guide de survie que moi j'ai développé au fur et à mesure des années. Il y a des techniques qui marchent, d'autres qui n'ont pas marché, je vous expliquerai pourquoi. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais ça peut donner des pistes parfois pour arriver à survivre sur des projets un peu compliqués. Donc, petite technique. Alors, première technique, très simple, de pas y aller, juste de pas aller sur des projets difficiles. Alors, dit comme ça peut être, ça peut avoir l'air facile. C'est pas toujours simple. Quand on passe un entretien avant de démarrer sur une mission ou pour un client, il faut arriver à poser les bonnes questions. Là-dessus, j'ai pas du tout de science exacte. Je suis encore en train de travailler la question me concernant. Moi, il y a des choses qui reviennent assez souvent. Vous faites de l'agilité, mais vous livrez tous les combien de temps? Tous les 3 ans. On va voir. Qu'est-ce que vous avez comme pratique de code? Est-ce que vous faites des tests auto? Est-ce que vous faites du pair programming? Est-ce que vous avez des reviews? Est-ce que vous avez de l'intégration continue? Enfin, il y a plein de questions à poser. Et en vrai, toutes ces questions, moi je conseille de les recenser avant d'aller en entretien. C'est un truc de base, c'est recenser vos valeurs un petit peu, qu'est-ce qui est important pour vous, pour éviter de tomber dans un vieux tractard. Maintenant, ne pas y aller. Alors des fois, on se gourre en entretien, on y va, on n'est pas obligé de rester. Donc il y a une formule qui est chère aux agilistes, c'est la règle des 2 pieds. Quand on est en réunion et qu'on n'a rien à apprendre et qu'on n'a rien à enseigner aux autres, on prend ses 2 pieds et on s'en va. Je pense qu'il faut faire pareil sur un projet. Après, c'est pas toujours simple, mais ça peut être, je pense que ça peut être une démarche qui va être salutaire un petit peu pour tout le monde, de se dire je ne reste pas là. Donc ça, c'est des techniques un petit peu faciles, on va dire. Ensuite, il y a la deuxième technique, il y a rester. Mais il y a 2 approches dans le fait de rester. Alors, la première, vous allez arriver à plier tel le roseau dans le vent, si je dirais. J'ai vu des personnes comme ça sur des projets super difficiles où il y a du retard, il y a de la pression, le code est pourri, il y a des bugs. Et j'ai vu des gens qui arrivent à s'en foutre avec une puissance phénoménale et je suis admiratif quelque part de ces gens-là. À titre personnel, j'en suis incapable.
vraiment de laisser courir et puis de travailler lentement, potentiellement de travailler mal. Et en restant zen, moi j'y arrive pas. Si c'est dans votre tempérament, de plier vraiment, c'est vraiment l'image du roseau dans le vent, de plier et puis au gré du vent, et bon bah oui ça secoue, mais bah c'est pas grave. Et ben tant mieux pour vous. Restez si ça vous va, si vous êtes bien et que les gens sont sympas, tout va bien. Et l'autre solution, ça va être d'essayer de faire changer un petit peu les mentalités, ou de faire changer le projet, de faire en sorte que ce soit moins difficile comme contexte. Et là, globalement, ça va pas être super simple. Et c'est un petit peu on va dire le contexte le plus compliqué. Donc, voilà, vous restez, vous avez décidé de changer les choses. C'est bravo, vous avez toute mon admiration. Première question à se poser, est-ce que dans le projet, dans l'équipe, est-ce qu'on a vraiment besoin ou envie de votre intervention? C'est une question à se poser qui me semble assez importante. Moi, alors, quand j'étais petit, mon grand-père avait une expression avec son accent du Sud, c'est on fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Disons que si les gens ils ont pas envie de changer et qu'ils sont tous bien comme ça, non seulement toutes vos envies de changement ça va flopper, et en plus vous allez passer pour le casse-pied de service. Concrètement, la première chose avant de vouloir proposer du changement, c'est de s'assurer que les gens ont envie de changer, d'évoluer. Est-ce qu'ils ont conscience même de base qu'il y aurait peut-être besoin de changement, qu'il y a des situations meilleures que ça. C'est tout un tas de questions qui sont vraiment utiles. Alors je vois dans les commentaires, il y a le concept d'imposer son aide. Effectivement, j'avais vu un talk, je crois que c'est au Mixit, sur imposer de l'aide, non, infliger de l'aide. Effectivement, là on est pile dans ce cas-là, où on va vouloir effectivement aider des gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas envie d'être aidés. Donc vraiment, ça c'est une première question à laquelle il faut pas couper. Il faut vraiment se la poser, et pas au niveau d'une personne ou deux, pas au niveau de la gestion de projet ou des devs. Il faut que tout le monde ait une envie de changer. Alors déjà rien que ça peut parfois être long. Des fois ça peut s'amener juste en mettant le nez des gens dans leurs difficultés, voire les murs qui se prennent, et mettre ça en évidence. Mais voilà pour la première question, enfin la première étape. Et si effectivement il y a besoin, envie de changer les choses, il y a la deuxième étape. Alors j'ai pas de recette magique, mais j'ai tendance à dire il faut essayer de changer les choses en douceur. En ayant expérimenté avec différentes personnes sur plusieurs contextes, je déconseille d'essayer de changer tout d'un coup. Parce que changer tout d'un coup, ça veut dire souvent changer la culture qui a amené le projet dans cet état-là. Donc ça peut être changer l'équipe, on va changer le code. Alors à moins que vous ayez un management, une direction qui dit ok, on fait table rase du passé, on vire tout le monde, on vire tout le code, et tiens, je te donne les clés pour la prochaine version de l'appli. Je crois que ça arrive pas, ces trucs comme ça. Oui, Colin, je parle de douceur. Il en faut un petit peu parfois. En plus, ça m'a coupé. Donc oui, essayez de faire les choses doucement, pas tout d'un coup. Sans quoi, et encore une fois, on va braquer les gens. Il y a un truc qui s'appelle la résistance au changement. C'est le titre de cette slide. Même si les gens ont envie de changer, il y a toujours une partie d'eux qui n'a pas envie, effectivement. Et le changement, ça s'accompagne, ça prend du temps. Je pense qu'on a tous vécu une fois au moins, voire plusieurs fois, le concept du cabinet de conseil qui vient faire un audit sur le projet, qui se pointe là pendant quelques jours, quelques semaines, qui produit un superbe document de 80 pages pour dire à quel point tout le monde travaille mal et comment il faudrait travailler, et puis ces gens-là s'en vont avec les 3/4 de l'argent du projet, et puis débrouillez-vous. C'est un peu la même perception qu'il y aura si en tant que, je sais pas, moi, en tant que lead, j'arrive, les gars, vous travaillez mal, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça risque de coincer un moment. Après, c'est mon avis. Je l'ai eu essayé un petit peu, ça n'a pas forcément marché. Je l'ai eu essayé la douceur. Des fois, ça marche pas non plus.
Donc voilà, c'est pas une recette magique, mais je pense que changer les choses petit à petit, ne pas forcer à réécrire tout le code, réécrire des choses parcellaires petit à petit, ou amener des pratiques une par une, je pense que ça aura plus de gains à moyen long terme. Par contre, avec cette démarche, il faut être doté d'une patience à toute épreuve parce que ça va être long. Ça va être très très long. Et les résultats vous risquent aussi d'être très longs à se faire sentir. Mais je pense que c'est globalement la manière dont il vaut mieux l'approcher. Encore une fois, c'est mon retour d'expérience sur la question. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous raconter là-dessus. Alors quelques ressources, ce que je viens de vous raconter, en fait, je me le suis auto-pompé d'un épisode de podcast que j'ai fait qui est sorti il y a un mois. Donc je profite pour faire de la pub pour le podcast. Les épisodes sortent le mardi et je raconte des choses comme ça une fois par semaine. Et je voulais faire référence aussi au podcast de Benoît Gantôme, artisan développeur, qui parle de changement et qui parle aussi de faire changer son client en douceur. Il a eu une discussion aussi à ce sujet-là assez intéressante avec Michael Azerat, qui lui a une propension à être beaucoup plus rentre-dedans. Et c'était une discussion intéressante. Vous prendrez le parti qui vous correspond le mieux, mais voilà les ressources que je voulais communiquer là-dessus. Je vais passer aux questions. Si tu veux en mettre en avant, Virgile. Yes. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui ressortent. Ça fait débat, mais pas de questions. Après, j'ai répondu un peu à la volée quand ça venait. Faut être un roseau à la base, quoi. Un petit peu un roseau. Pour le changement, il y a aussi une phrase que j'aime bien, que je ne sais plus où je l'ai lue, mais elle était déjà recitée de quelqu'un. C'était soyez le changement que vous voudriez voir sur un projet. Plutôt que de dire il faut faire comme ça, commencez déjà par le faire, et puis après, si ça marche, ça pourra peut-être faire des émules et puis ramener du monde sur la pratique. Par rapport à ton dernier slide, un truc que j'ai observé aussi, c'est laisser le temps aux gens de faire leur chemin de pensée. Des fois, tu parles d'une idée, d'un changement à mettre en place. Des fois, ils vont se braquer, ils vont dire non, il n'y a pas trop d'intérêt, mais c'est qu'un mois après qu'ils y auront réfléchi, qu'ils aura trotté dans leur tête, ou qu'il y aura eu un autre problème qui sera revenu, où ils vont se rappeler de cette discussion. Et c'est pas très clairement, oui, c'est une journée. Mais oui, très clairement. Enfin, en plus, on a tous plus ou moins de fierté quand je me prends des critiques un peu acerbes dans la tronche. Des fois, je me braque sur le coup, et puis après, je réfléchis, je me dis même si la forme me convenait pas, peut-être que dans le fond, il y a des trucs intéressants et il faut prendre du temps. Il faut laisser le temps, qui est une variable qui est difficile souvent à faire entendre sur des projets difficiles, puisqu'en général, il y a des deadlines et des retards à gérer, et dire il faut prendre du temps pour améliorer les choses, des fois, c'est aussi une complexité. Donc ça, je le disais un peu dans l'épisode du podcast, justement, où c'est mieux, toutes les démarches de changement, c'est mieux s'il y a une connaissance et un petit peu un aval qui vient de plus haut, histoire qu'il n'y ait pas une vieille surprise s'il y a des choses qui prennent du temps. Mais après, ça aussi, ça se discute. Tout le monde n'était pas d'accord sur ce sujet-là. Il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Ouais. Alors, une première question, c'est comment agir avec les managers directeurs quand on est coach ou Scrum Master? c'est une très bonne question. Je suis pas sûr de savoir répondre à ça. C'est une équation qui dépend intégralement des personnalités de chacun. Est-ce qu'il y a un management, une direction entre guillemets de proximité qui est accessible, qui peut entendre certains soucis, ou qui n'a qu'une vision 100% comptable et court-termiste sur le projet, auquel cas ça sera plus difficile. Ça va dépendre des personnes. Et j'ai pas eu, à titre personnel, j'ai pas eu vraiment
beaucoup de communication. J'ai beau avoir été Scrum Master quelques fois, j'ai pas eu. En vrai, j'ai souvent eu plus de soucis avec les équipes de dev en termes de changement que de problèmes avec le management, avec la direction. J'ai vraiment eu des responsables de projet qui disaient oui, il faut changer, il faut faire évoluer les choses, mais l'équipe derrière freinait des cas de fer en l'air. Donc après, tout est dans la communication, il faut échanger au maximum et puis improviser. Bon, ça où j'en suis, je peux pas donner de leçons de management. Il y a une autre question qui prend beaucoup de place, donc je ne vais pas la laisser longtemps. Est-ce qu'il n'y aurait pas deux profils différents de développeurs, ceux qui, comme toi et moi, veulent un bon environnement sans se prendre la tête à faire changer les choses, et ceux qui, au contraire, adorent ce type de challenge? Alors l'un va pas sans l'autre. Moi, j'ai déjà échoué lamentablement à faire évoluer les projets, mais c'est un challenge que j'aimerais bien tenter un jour. Clairement aujourd'hui, je suis mieux pour mon bien-être quotidien et mon absence d'ulcère à travailler sur des projets où tout se passe bien, où tout se passe globalement bien, parce qu'il n'y a pas que, tout n'est pas rose tout le temps. Mais je pense que c'est un challenge qui peut être intéressant à l'occasion. Et pour le coup, les premières fois où je me suis essayé à ce challenge, je pense que j'étais pas assez armé. J'avais pas pris assez le mur, je pense. Mais j'aimerais bien recommencer à une période, on verra. Mais ça peut être un challenge qui reste intéressant, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas qu'il y ait d'autres questions. Non, j'en vois pas non plus. J'ai vu une remarque intéressante de Chris Rock. Il dit que les rétroagiles sont de bons outils pour amener le changement. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Pour moi, les rétrospectives, c'est peut-être le point d'entrée ultime pour commencer à faire évoluer des choses dans une boîte. C'est pas la peine de faire de l'agilité ou autre, c'est vous commencez par rétro sans dire que c'est de l'agilité, même pas, c'est pas besoin. Et c'est un bon point de départ pour des améliorations. Les gens sont acteurs de l'amélioration, donc ils sont moins réfractaires. Enfin, j'ai trouvé ça très puissant. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire là-dessus. C'est pareil, c'est oui et non. Si l'équipe a envie de changer, c'est un bon levier pour démarrer, clairement. Après, j'ai vécu aussi des rétros où toutes les 2-3 semaines, c'était systématiquement les mêmes problèmes qui étaient remontés, les mêmes idées de solutions qui étaient évoquées, et il ne se passait rien entre chaque. Donc ça, c'est entre autres une des raisons de mes échecs, parce que j'ai pas su peut-être amener les questions d'une autre façon. J'ai pas su amener l'équipe à trouver d'autres solutions, mais clairement oui, les rétro-agiles sont censés être là pour ça. Il y a des problèmes, des fois juste mettre des mots là-dessus pour amorcer les choses, clairement c'est un outil qui peut s'avérer efficace. Il y avait des actions qui étaient prises dans tes rétros du coup, à la fin, parce que tout le temps la même chose était pointée du doigt mais qu'il n'y avait pas de changement. Alors il y avait des actions qui étaient proposées, mais c'est quand le problème de fond est structurel, au niveau, je dirais, de tout le client. Quand je disais au début, poser la question, vous dites que vous faites de l'agilité, mais vous livrez tous les 3 ans. Alors, pour l'expérience, c'était pas tous les 3 ans, c'était 2 ou 3 fois par an. Oui, mais quand on est agile, il faut qu'on livre plus vite pour avoir plus de retours utilisateurs, pour avoir un peu plus de dynamique. Oui, mais on peut pas, c'est contractuel, parce que les sociétés de prestat, machin, qui gèrent les livraisons, les mises en prod, c'est 3 fois par an ou 4 et pas plus. Point final, c'est contractuel, on ne peut pas bouger la ligne là-dessus. Et à partir de là, quand il y a un fort immobilisme, c'est difficile. Quand vraiment les soucis sont purement structurels au projet, à l'entité cliente, entreprise en tant que telle, ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'il faut peut-être plus qu'un Scrum Master de proximité, il faut peut-être un coach agile qui va pouvoir aller voir le top management et discuter de choses un peu plus profondes, mais clairement, c'est pas facile. D'où le fait d'avoir les managers directeurs de son côté, d'après Grisrock. C'est toujours mieux de les avoir dans l'équipe. Alors, il y a encore 2 questions, il me semble, peut-être 3. Et après, je pense qu'on va s'arrêter sur les questions. Donc,
Si on est motivé à essayer d'insuffler le changement, c'est quoi les telltales pour se rendre compte rapidement qu'en face, ils sont pas du tout réceptifs? Je suis pas sûr de comprendre la notion de telltales. Euh, Peut-être les indices. Mais... se rendre compte qu'en face, ils sont pas réceptifs. En fait, c'est souvent les mêmes réponses qui viennent. Après, ça dépend de ce qu'on veut mettre en place. Hein. Quand j'ai essayé de pousser un peu de pratique TDD sur le projet, c'était ouais, TDD c'est bien en kata, mais sur le projet ça marche pas. Et puis on l'entend une fois, deux fois, trois fois, voire même non mais c'est trop compliqué, c'est impossible. Enfin, il y a souvent ces réponses-là. Et les pires, c'est oui, mais d'habitude on fait comme ça, et puis ça va très bien. Quand il y a la force de l'habitude qui vient comme argument, ça en général, c'est un gros semelle de ça va être compliqué de changer ces habitudes-là. Je sais pas si ça répond ou si je suis un peu à côté, mais. Je sais pas s'il répondra. On va mettre une dernière question. Ouais. Bon, la réponse, elle sera le tour, je pense. Que faire quand le management interdit des aspects techniques style le refactoring? Eh ben, on leur demande pas leur avis. J'ai envie de dire, c'est notre boulot de dev. Un manager, je lui explique pas comment faut qu'il gère son budget. Faut pas qu'il m'explique comment je dois gérer le code. S'ils veulent l'interdire, bah, je le ferai en cachette, comme un truc grave et interdit. Et puis si vraiment ça casse les pieds, bah, je reprendrai ma règle des deux pieds. Et puis salut, à la prochaine. Il y a des gens qui s'intéressent quand je fais du refactoring. Donc il est interdit d'interdire ce genre de réponse. On demandera sur Twitter à Geoffrey ce qu'il ferait si jamais sa boîte lui interdit de faire du test. Par exemple, tiens. Je vais rajouter si tu veux répondre. J'ai entendu mon nom, mais j'ai pas écouté. Je suis désolé. Non, je disais, on demandera à Geoffrey de dire ce qu'il fait si jamais sa boîte lui interdit de faire des tests. Ah non. Non. Ce que je fais, moi, je travaille dans la team qui s'occupe de la modération. Mais voilà. Mais t'es jamais tombé sur des managers qui vous disaient non, mais faites pas de test, ça prend trop de temps, on met ça sous le tapis. Enfin, dans mes précédentes expériences, oui, beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup. C'était en fait, moi j'étais déjà moi j'étais dans une équipe en France où il n'y avait pas de test unitaire, et quand j'ai commencé à mettre l'idée en place, on commençait à être 20 développeurs. Il n'y avait pas de test unitaire, il n'y avait pas de revue de code, et on a dû tout mettre en place, et j'ai pas mal participé à mettre ça en place. Et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut que la boîte soutienne. Et j'avais un super manager qui soutenait à mort ça, parce qu'il savait, d'ailleurs maintenant il travaille à Facebook, mais il savait que c'était important pour Scale, parce que quand je suis parti, on était, je sais pas, presque 100, pas 100 développeurs, mais 100 personnes, juste une boîte. Et en fait, ça ne marche pas d'être 100 développeurs sur la même code base, sans test unitaire, sans test automatisé, sans code review, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher, de mon expérience. J'attends le contraire. Change my mind. Ouais. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci du coup. On va... Sauf si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais sinon, de toute manière, après, vous avez les réseaux sociaux de tous les talkers. Et de toute façon, on mettra la rediffusion de la soirée sur notre chaîne YouTube. Voilà. D'ici là, le prochain rendez-vous se fera... tu me dis, Yannick, si j'oublie des choses. Hein. Mais d'ici là, le prochain rendez-vous se fera le 8 décembre, c'est ça? Oui, c'est ça. Fête des Lumières. Yes. A priori, toujours au même endroit. Donc, on recommuniquera, mais normalement, on se retrouvera ici même. N'hésitez pas, du coup, si vous avez envie de prendre la parole pendant 10 minutes pour
pour parler d'un petit sujet qui intéressera du coup notre communauté de développeurs. Prenez soin de vous, et puis on vous fait plein de bisous. Et merci à Sylvain et Geoffrey. Loïc aussi. Donc Loïc est déjà parti, mais il vous dit au revoir à tous. Voilà. Merci à tous. Merci à Orga. Hein. Merci à Virgile pour la présentation. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut. Salut.